À la une de l'actualité, la vaste campagne de délivrance de cartes nationales d'identité mobilise dans la province du Sanguier. Plus de 7000 personnes ont été enregistrées et plus de 1000 cartes ont déjà été offertes gratuitement. Une aubaine pour ces bénéficiaires qui pourront désormais circuler en toute quiétude, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, l'accès difficile des populations des villages installés sous les falaises de la commune de Pény. C'est un calvaire pour rejoindre le chef-lieu de commune où toutes les infrastructures sociales comme le marché et le CSPS sont implantées. L'écoulement des produits agricoles n'est pas aussi sans difficulté. Comment les populations ressentent ces contraintes? On en parle dans cette édition. Ce sont là les titres du Trésor. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, ces bonnes nouvelles de l'armée burkinabé. Les forces armées nationales assurent le ravitaillement en carburant de la ville de Djibo. Nous apprendons d'un communiqué de la direction de la communication et des relations publiques des armées. Suite à la pénurie de carburant survenue dans la ville de Djibo depuis quelques jours ayant entraîné de sérieux désagréments auprès des populations, les forces armées nationales ont planifié et conduit une opération de ravitaillement. L'opération a été menée avec succès et a impliqué des unités du groupement des forces pour la sécurité et la sécurisation du Sahel en collaboration avec la police nationale. Au cours de l'opération, des engins explosifs improvisés ont été découverts et détruits. La flexibilité dans la planification combinée à l'efficacité des unités engagées a permis de conduire l'opération tout en maintenant le rythme des autres opérations. Le chef d'état-major général des armées salue ce modèle de coopération avec les forces engagées, notamment la police nationale, qui a permis de juguler cette pénurie. Autre bonne nouvelle également, plusieurs terroristes neutralisés suite à d'intenses combats dans les régions du centre-nord et du nord. Ce vendredi 15 novembre 2019, une patrouille du groupement des forces pour la sécurisation du Nord a été la cible d'une embuscade dans les environs de Yorsala, département de Titao. La vigoureuse réaction de l'unité suivie d'un vaste ratissage de la forêt de Yorsala a occasionné d'intenses combats qui ont duré plusieurs heures. Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés et divers matériels ont été récupérés. Cette opération a également permis de libérer plusieurs femmes qui étaient retenues par les terroristes et utilisées comme esclaves sexuels. Un soldat du groupement a malheureusement perdu la vie lors de ces combats. À la suite de ces affrontements et sur la base de renseignements précis, les unités du groupement de forces pour la sécurisation du Nord ont mené ce 16 novembre une action offensive dans les environs de Bourzanga. Cette opération a permis de neutraliser 8 terroristes et de récupérer un important lot d'armements, de munitions et de matériel divers. Le chef d'état-major général des armées salue la mémoire du soldat tombé et présente ses sincères condoléances à sa famille. Il félicite l'ensemble des unités pour leur engagement sans faille et les exhorte à maintenir cette dynamique. La suite de ce journal, l'opération 25 000 cartes nationales d'identité, les populations du Sanguier mobilisées. Plus de 7000 personnes ont été enregistrées et plus de 1000 cartes ont déjà été gratuitement offertes. La clôture de l'opération est intervenue ce samedi en présence du président de l'Assemblée nationale. Le compte rendu avec Ali Doubadini et Christine Sanoua Koulibaly. Opération 25 000 CNB au profit des populations du Sanguier, c'est bien fini pour l'édition de 2019. 21 jours durant, les équipes de l'Office national d'identification ont sillonné les 10 communes de la province pour donner la chance aux populations d'acquérir le précieux document. À l'heure de la clôture, c'est un satisfait pour l'IDL, l'initiative d'aide au développement local, initiatrice de l'opération. 7000 pièces enregistrées avec une contribution de l'IDL qui a pris en charge de plus de 1200 pièces gratuitement avec un coût de réalisation
de 2 600 000 ne sont pas notre première activité, comme je vous l'ai souligné. Nous avons offert du matériel médical à 8 SPS de la province du Sandié. Nous avons effectivement offert un forage à un village de la province du Sandié. Nous prenons des enfants orphelins en charge. Nous venons effectivement de débuter une formation. Vous savez que la province est une province de maraîchiculture dans 6 communes. Autant d'acquis et de projets de développement communautaire en seulement 2 années d'existence qui ont valu le déplacement du président de la représentation nationale à Didi. Le fait d'amener l'ONI ici pour pouvoir faire une délivrance de masse a profité à toute la population sans distinction de sexe, d'âge, d'appartenance politique ou de religion. Et donc pour nous, c'est vraiment ce genre d'initiative qu'il faut au Burkina Faso. Alassane Bala Sakandé a saisi l'occasion pour prêcher ici la paix et la cohésion sociale. Nous n'avons pas deux, nous n'avons qu'une seule nation, le Burkina Faso. Nous avons également demandé aux populations de s'organiser suite à l'appel qu'a lancé le chef de l'État pour pouvoir aider les forces de défense et de sécurité afin qu'elles nous aident pour notre propre sécurité. J'ai dit, le centre-ouest n'est pas concerné. Hier, on disait que le Burkina Faso n'était pas concerné, il n'y avait que d'autres pays voisins. Aujourd'hui, le Burkina est concerné. Donc, il n'y a pas de raison que dans les localités, nous disions que bon, ça ne nous concerne pas, c'est peut-être le Sahel, c'est peut-être l'Est, et que nous croisons les bras. Chaque Burkinabé doit être un agent de renseignement pour les forces de défense et de sécurité. Et c'est à ce prix que le Burkina Faso pourra retrouver son lustre d'antan de havre de paix. Cette clôture de l'opération de délivrance de carte nationale d'identité est une réussite totale pour l'IDN qui entend faire des jeunes des acteurs et non des spectateurs de leur avenir. Et bien avant cette cérémonie, les premiers responsables de l'Office national d'identification se sont rendus à Boussouma, dans la région du Centre-Nord. L'objectif étant de requérir le soutien du roi de Boussouma afin de mener à bien la campagne de délivrance de cartes nationales d'identité. L'opération a débuté ce 16 novembre et s'étend jusqu'au 5 décembre prochain. La situation sécuritaire et les déplacés internes de la région sont pris en compte dans la démarche de l'ONI. Reportage, Martin Ouedraogo, Issa Kassebou et Jacques Lamissa Tarpaga. L'Office national d'identification ONI se déploie dans la région du Centre-Nord pour délivrer des cartes nationales d'identité. Pour marquer le pas, une délégation s'est rendue chez les Dima de Boussouma. La démarche vise à demander l'accompagnement du roi afin de réussir l'opération. Nous avons jugé qu'en tant qu'autorité dépositaire des us et coutumes de la région du Centre-Nord, et en tant que vecteur d'information, en tant que relais puissant en termes de véhicules d'information, il était important que nous puissions d'abord lui communiquer le programme de déploiement des équipes, demander son accompagnement pour le succès de l'opération et faire en sorte que l'ensemble des populations puissent être informées du début des opérations. La campagne de confection de cartes nationales d'identité burkinabé dans le Centre-Nord a débuté le 15 novembre dernier et se déroule jusqu'au 5 décembre. Un mode opératoire prenant en compte le contexte sécuritaire et les déplacés internes est mis en place. Nous avons défini ensemble un mode opératoire qui tient compte de la taille de la population et qui... Quelques soucis techniques avec ce élément que nous retrouverons dans nos prochaines éditions. Toutes nos excuses. Pour la paix sociale et la cohésion nationale, les religieux et coutumiers de la boucle du Mouroun réaffirment leur engagement. Ce week-end, ils se sont retrouvés à Dédougou pour partager des expériences et faire des recommandations aux décideurs politiques pour une consolidation de la paix sociale au Burkina Faso. L'ouverture du forum est intervenue ce 16 novembre. Aïcha Danda, Serge Sonda, sur place à Dédougou. La paix sociale est mise à mal par les nombreuses attaques et conflits communautaires dans la région de la boucle du Mouhoun. Les chefs coutumiers et religieux veulent apporter leur contribution à la préservation de la paix. Ce cadre de réflexion est une initiative des autorités coutumières de la localité. S'il y a la cohésion sociale, nous pensons que la lutte contre les fléaux que nous vivons en ce moment seront vraiment enrayés, seront diminués. C'est pour ça donc, que nous avons voulu nous retrouver pour analyser l'ensemble des conflits qui se vivent dans la région et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre contribution pour la paix. L'initiative d'organiser ce forum-là, qui vient donc
autorités coutumières est à saluer. Et cela donc correspond à l'appel du chef de l'État qui dans son adresse a clairement montré que la cohésion sociale est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement ou l'affaire des forces de défense et de sécurité. Ce forum régional, qui réunit plus de 400 participants, va se dérouler sous forme de panels sur différentes thématiques. C'est une première fois dans notre région. Depuis longtemps, les chefs coutumiers ils ne se rencontrent pas. Cette fois-ci, ils vont se rencontrer, ils vont se parler. Ils vont mettre en place des mécanismes pour répondre à l'appel aussi du président de Faso, qui a organisé une résistance face à ce phénomène de terrorisme. Donc il faut le dire que durant ces 2 jours, ils ne vont pas dormir, ils vont travailler dur. Les recommandations qui sortiront à l'issue de ces 2 jours de réflexion sont fortement attendues par le gouvernement, selon Stanislas Ouaro, parrain de la cérémonie. Et puis pour le renforcement de la paix sociale et la cohésion nationale, le PNUD apporte sa contribution. L'institution onusienne vient de réunir à Dori les leaders des organisations de jeunes des régions du Sahel et du Nord pour une session de sensibilisation. Le projet concerne le Burkina Faso et le Mali. Lazare Sanou pour plus de détails. Les organisations des jeunes du Sahel s'approprient ainsi la stratégie intégrée du G5 Sahel. C'est à travers le projet Jeunes et Paix entre le Mali et le Burkina Faso, une approche pilote pour renforcer les capacités des jeunes considérés comme agents de développement et acteurs de paix. La jeunesse représente pratiquement plus de 80% de la population. Et la situation actuelle que nous vivons est critique. Et je pense que la recherche de la paix, c'est quelque chose de capital. Et je pense que l'implication de tout le monde fera en sorte qu'on puisse trouver les voies et moyens pour vraiment asseoir cette paix dans nos localités. Et la jeunesse est là pour ça, a beaucoup de potentialités. C'est des gens sur qui on peut compter. Et je pense qu'en les accompagnant, en les rendant beaucoup plus engagés et responsables, ils pourront jouer ce rôle d'acteurs de paix et d'agents de développement dans leur propre localité. Les jeunes mesurent déjà la responsabilité à eux confiée dans la quête de la paix et la cohésion sociale. Si nous pouvons dire que les jeunes sont les acteurs des violences et des conflits, c'est qu'ils peuvent à la fois être des acteurs de la paix. Donc c'est ce qui fait que nous, en tant que jeunes de la région du Sahel, étant une région très affectée par ce qui nous touche, ce qui touche d'ailleurs notre pays, nous devons être à l'avant de ce projet. Parce que nous sommes ceux-là aujourd'hui qui paient le prix. Au terme des 3 jours de sensibilisation, ces leaders des organisations de jeunes devraient être des vecteurs de consolidation et de maintien de la paix et de la cohésion sociale. Le projet Jeunes et Paix couvre les régions du Nord et du Sahel burkinabé. Le centre Nebnoma est un centre de formation dans des métiers de la mécanique auto, la soudure métallique, la maçonnerie, la fabrication de savon. Le centre est installé dans le quartier Rayongo, à la périphérie d'Ouagadougou. Avant le début de ses activités, le ministre en charge de l'entrepreneuriat est allé encourager les promoteurs du centre. Compte rendu avec Paul-David Bambara et Issa Kanana. Le ministre de la Jeunesse, sur le chantier du futur centre de formation professionnelle de l'ONG Nebnoma. Un chantier école qui, selon ses promoteurs, revêt un intérêt capital, la lutte contre le chômage par la promotion de l'auto-emploi. Le centre entend à terme former des jeunes désœuvrés et déscolarisés dans plusieurs domaines professionnalisants. Il y a la mécanique, soudure, menuiserie, plomberie, maçonnerie, et aussi la fabrication de savons, et la fabrication de pièces de rechange de véhicules. Bon, il y a beaucoup à faire. Donc tout ça doit être conçu ici et que chacun qui va être sorti d'ici, alors il doit pouvoir s'intégrer dans le milieu du travail. Former des jeunes qualifiés et prêts pour l'emploi, c'est l'ambition que se fixe le centre Nebnoma. Une initiative bien appréciée par les premiers responsables en charge de l'entrepreneuriat au Burkina Faso. C'est un chantier école. Alors, vous arrivez donc sur un terrain, on dit que c'est un centre, mais apparemment, vous voyez que ça n'a pas encore commencé. Mais on a recruté donc les apprenants. Et ça, la formation duale que nous sommes en train de pouvoir promouvoir. Le centre de formation professionnelle, ce n'est pas seulement l'État qui peut effectivement donc agrandir et renforcer donc l'offre donc de formation professionnelle. C'est pour que nous accompagnions tout initiateur
allant dans ce sens-là. En attendant la fin des travaux, le centre a d'ores et déjà commencé son niveau de formation. Ainsi, une vingtaine d'apprenantes reçoivent ici leur parchemin de fin de formation. Et puis la fin des écoles sous Payotte, une préoccupation pour le gouvernement burkinabé. Le ministre en charge de l'éducation nationale est allé visiter cette semaine des classes de fortune dans la boucle du Mouhoun, précisément à Tikan, Bourakui et Massala. Heureusement qu'à côté des salles de fortune, des salles en matériaux définitifs sont en chantier. Les entreprises rassurent que d'ici à 1 mois, les travaux seront achevés. Le film de la visite avec Yves Ramba et Hélène Sobgo. Des élèves sous des hangars de fortune et sous un arbre qui fait office de salle de classe, c'est la réalité ici à l'école Tikambé dans la province du Moun. Les élèves y font leur premier pas dans l'apprentissage en attendant la fin des travaux de leur salle de classe. Le premier responsable de l'éducation nationale en effectuant cette sortie terrain vient les rassurer. Je suis venu spécialement ici parce qu'on a été interpellé. On a été interpellé par un de vos confrères, mais le reportage de notre part n'était pas équilibré. Parce qu'il ne montrait pas les réalisations qui sont faites et il ne précisait pas que le bâtiment allait être disponible avant la fin du mois de décembre. Et il ne disait pas aussi pourquoi les enfants étaient sous des arbres, parce que nous avons détruit une des paillotes pour pouvoir implanter le bâtiment. Et c'est pour ça que nous sommes venus pour équilibrer l'information. 3 salles de classe, un bureau pour enseignants, un magasin, des plaques solaires, des latrines et un forage prévu sur un autre site. Voilà la composition de cette infrastructure supplémentaire de l'école Tikambé. Oui, on a commencé à peu près 2 mois, en gros 3 mois, parce que on a été obligé, mais quand la saison pluvieuse est entamée directement, donc c'est ce qui a fait qu'il y a des zones qui ne sont pas accessibles, qui ont un petit retard, mais dans l'ensemble, tous ces bâtiments sont en toiture. Hein. Voilà, donc on a 3 mois, et pourtant le contrat pour 5 mois, donc on peut dire que d'ici décembre, on pourra tous les livrer. Au pas de course, la délégation ministérielle met le cap sur les écoles primaires publiques de Massala et de Bourakui, toujours dans la province du Moun. Ces tournées du ministre en charge de l'éducation nationale s'inscrivent dans la politique d'effacement des écoles sous Payotte au Burkina Faso. Je vous le disais en titre, la commune de Péni fait partie des plus grandes communes de la province du Houé. Elle compte 24 villages, dont 16 situés au bas des falaises. Pour les populations qui résident derrière les falaises, c'est un calvaire pour rejoindre le chef-lieu de commune où toutes les infrastructures sociales comme le marché, le CSPS sont implantées. L'écoulement des produits agricoles n'est pas aussi sans difficulté. Comment les populations ressentent ces contraintes? On en parle avec Drissa Traoré et Mouni Barou. Sur le chemin de la capitale communale, Péni, Djeneba Traoré est presque à bout de souffle. Plus de 50 kg de charge sur sa tête a escaladé les rochers pour rallier le marché. Elle vient de Banko, l'un des 16 villages au bas des falaises de Péni. Les falaises, un obstacle inévitable pour les populations. Monter avec les charges, c'est vraiment laborieux. Aller comme retour, c'est la même souffrance. Si nous bénéficions des travaux sur cette voie, vraiment, ça sera un soulagement pour nous. Même exercice pour ces femmes en route pour Péni Centre. Chaque 5 jours, les populations, surtout les femmes, peinent à monter les falaises en côtoyant permanemment les dangers et n'ont pas droit à l'erreur. Depuis Nebora, Soroma 6 heures, vélo. Moi, j'ai quitté depuis très tôt de chez nous. Notre souhait est qu'on trouve une solution pour tracer un chemin pour nous. Sinon, ce n'est pas facile. Même en cas de maladie la nuit, c'est le même chemin que nous empruntons pour aller à Péni. À l'accouchement de l'enfant que j'ai au dos, c'est par là que je suis passée pour me rendre à la maternité. Pour les élèves, difficile également de rejoindre les établissements situés à Péni Centre. Chaque jour est un combat à la quête du savoir. Il y a des élèves de l'autre côté, chaque jour ils passent ici. Vraiment, il y a la souffrance.
On ne peut pas, et on ne sait pas comment on va faire. Comme nous aussi, nos parents sont venus ici. Là. On va les suivre comme ça, sinon vraiment on souffre ici. Conscientes de la situation que vivent ces populations, les premières autorités de la commune rurale de Péni lancent un cri de cœur aux bonnes volontés pour trouver une solution définitive au désenclavement des villages situés au bas de falaise de la commune. Les gens viennent faire la campagne et partent. On fait des promesses. Mais notre réalité de Péni, c'est les falaises là. C'est les falaises là. Si nous avons un grand projet, si nous avons des citoyens pour faire une seule grande voie d'accès de la commune à travers ces falaises là, je crois que c'est vraiment le plus grand bonheur des populations de Péni. Parce que la commune, le chef d'un seul ne peut pas faire la commune. Vous constatez, toutes ces céréales-là viennent du bas des falaises. Nous, on considère même que le bas des falaises est le grenier céréalier de la commune. Mais imaginez que ces céréales que vous voyez ici soient transportées par des femmes sur la tête. Il n'y a pas de voie d'accès pour amener les véhicules pour transporter. La commune rurale de Péni compte 24 villages, dont 16 situés au bas de falaises. Et selon les autorités locales, sur les 18 000 habitants de la commune, plus de la moitié y vit, pratiquant essentiellement des activités agro-silvo-pastorales. Un modèle agricole qui permet de produire 3 fois dans l'année dans les exploitations au Burkina Faso. L'expérience est du ministère en charge de l'agriculture et est en expérimentation dans l'ouest du pays. C'est un projet soutenu par la Banque mondiale et ambitionne la transformation structurelle et la résilience dans le secteur. Explication, Kadouro Menki. Faire de l'agriculture un emploi permanent. Tel est le credo du projet de mise en place de modèles pilotes pour une transformation structurelle de l'agriculture. Un modèle d'exploitation basé sur la maîtrise de l'eau, avec à la clé la possibilité de produire 3 fois dans l'année. Un tel système peut facilement être répliqué et effectivement contribuer à améliorer aussi bien la productivité que la production, mais aussi encore plus assurer de meilleurs revenus pour les petits producteurs. Nous apprécions positivement ce que nous avons vu, parce qu'on a vu que tous les composantes du système sont pratiquement mises en place. Pour être bénéficiaire du projet, il faut être un producteur modèle. Disposer d'un terrain d'une superficie de 3 hectares minimum et supporter les frais d'installation de l'équipement à hauteur de 30%, pour un coût d'équipement estimé à 25 millions de francs CFA. Et ce projet vraiment est beaucoup bénéficiaire, en tout cas pour nous. Et d'abord les enfants qui sont là, ils seront là comme des apôtres demain qui vont en tout cas relayer tout ce que nous allons obtenir comme résultat. Auparavant, moi j'ai fait l'irrigation et c'est combien de dépenses. Et j'ai vu ce que le projet fait, c'est une grande aide que je ne peux pas estimer. Pour la phase pilote, 8 sites sont retenus. 1 dans la boucle du Mouhoun, 2 dans les cascades, 2 dans le centre-ouest et 3 dans les hauts bassins. Et puis le programme d'amélioration de la productivité agricole des exploitants, des petits exploitants en Afrique subsaharienne sur les traces de ces investissements dans le San Matenga. Il a effectué ce 15 novembre une visite commentée sur le périmètre irrigué de Korsimoro, sur lequel il est attendu 45 tonnes de riz sur une superficie de 10 hectares avec un chiffre d'affaires d'environ 14 millions de francs CFA. On essaie de comprendre tout cela avec Martin Zerbo, Issaka Souleymane Diallo et Jacques Lamissa Tarpaga. Sur une superficie de 10 hectares, 45 tonnes de riz de variété améliorée, c'est le rendement attendu par les exploitants du périmètre irrigué de Korsimoro dans le San Matenga. Ces producteurs sémenciers ont été formés dans les nouvelles techniques culturelles. Ils ont aussi reçu des intrants pour accroître la production. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'avantages. Parce qu'il y a les revenus au niveau du riz aussi. Le riz à bénéficier. Parce qu'il y a la scolarité des enfants que je peux payer.
Au niveau de la santé aussi, j'arrive à contribuer. Une production possible grâce à l'accompagnement du programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants en Afrique subsaharienne, SAPEP Burkina. Nous avons vu que les producteurs ont accepté s'investir dans le travail à deux niveaux. D'abord, au niveau de la démonstration des technologies, nous avons visité premièrement une parcelle de démonstration de technologies intégrée, comportant en fait 3 parcelles. Le placement profond de l'urée, le système de riziculture intensive et ensuite la pratique des producteurs. Nous avons vu à ce niveau en tout cas que, en ce qui concerne le SRI et le PPI, l'état végétatif des plantes nous donne satisfaction. Les producteurs souhaitent avoir un appui dans la gestion de la récolte afin d'offrir des produits de meilleure qualité. Une nouvelle association pour contribuer à la promotion du développement économique et social dans un contexte de résilience, c'est le Cercle d'action pour la promotion de l'éducation, l'emploi, l'environnement et la santé. Ce 16 novembre, les responsables étaient face à la presse pour présenter leur structure, sa vision et ses aspirations, mais aussi ses activités. Le point avec Issa Kanana. C'est une situation peu reluisante de la société burkinabé qui est ici dépeinte par le Cercle d'action pour la promotion de l'éducation, de l'emploi, de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Face à la presse, il s'insurge contre un système éducatif en perte de vitesse, un incivisme grandissant et une défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Face à cette situation, nous avons voulu apporter notre pierre au nouvel édifice social. C'est pourquoi il nous a paru urgent et opportun de construire autour d'un idéal de bâtisseurs un comité d'hommes et de femmes volontaires et engagés pour la survie du Burkina Faso. Au regard de la situation, l'association entend apporter sa pierre pour un nouvel édifice social. Nous avons 2 organes qui sont le conseil consultatif et le comité scientifique. C'est-à-dire que nous sommes en construction. Ça, nous sommes en train de faire un lancement aujourd'hui et nous allons arriver à mettre toutes les compétences nécessaires dans la mise en œuvre de ces organes pour permettre d'atteindre nos objectifs. L'objectif d'impacter le développement durable en passant par la résolution de ces questions essentielles qui constituent ces 5 domaines. Le Cercle d'action pour la promotion de l'éducation, de l'emploi, de l'environnement, de la santé et de la sécurité accorde une attention particulière aux questions éducatives, convaincu qu'il ne peut y avoir de développement sans éducation. Un mot de culture pour fermer ce journal et nous parlons de cirque à Bobo Dioulasso. L'ouverture du festival consacré aux arts du cirque est intervenue ce jeudi à l'Institut français de Bobo Dioulasso, un festival qui fait une part belle à la promotion des arts peu connus du public bobolais. Karim Sissé. Du jonglage, des acrobaties, du voltige. C'est ainsi parti pour le festival des arts et du cirque de Bobo Dioulasso. Et pour la cérémonie d'ouverture, ce sont les compagnies Légumes de France, la Cotonou Cirque Compagnie du Bénin et la compagnie Cirque d'Afra de Bobo Dioulasso qui tiennent en haleine le public ici à l'Institut français. L'idée d'abord c'est de créer un cadre d'animation dans la ville de Bobo Dioulasso et de faire la promotion du cirque dans la ville. Vous savez, le cirque est connu dans les pays développés, mais ce n'est pas bien connu en Afrique. C'est pourquoi d'ailleurs c'est le premier festival de cirque au Burkina Faso et même je dirais en Afrique. Ce qui est important dans ce festival, c'est le brassage, c'est-à-dire que les cirques qui viennent d'autres pays, que ce soit du continent et au-delà du continent, ça c'est pour nous très important. Ce sont des occasions pour ces acteurs culturels de pouvoir échanger avec d'autres acteurs et d'apprendre. Avec cette 5e édition du Festival des Arts et du Cirque de Bobo Dioulasso, c'est un pas de plus pour l'espace Rencontre Jeunesse d'Afra dans la concrétisation de son objectif de promotion et de valorisation du cirque dans la capitale culturelle du Burkina. Chaque année, ce cirque-là va de mieux en mieux et elle a une visibilité un peu plus grande chaque année.
je ne peux que souhaiter au maire de tout faire pour que sa ville devienne la première ville de cirque, pas seulement au Burkina, mais en Afrique. Durant une semaine donc, les pratiquants de ce sport venus d'Europe et d'Afrique de l'Ouest rivaliseront de talent au grand bonheur des spectateurs. En rappel, ce festival est né sous l'impulsion d'autres festivals de ce genre à Châlons-en-Champagne et à Lyon en France. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Excellente suite de programme sur la RTV. Au revoir.